En fait, le point de départ, il est là, quoi. C'était de tout simplement d'avoir constaté dans les réunions politiques, dans des camps d'adolescents ou je ne sais quoi, qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose à faire, il y avait toujours un garçon ou un homme qui disait « Ah mais non, mais je vais le faire ». Voilà. Et donc, l'impossibilité en tant que fille de pouvoir faire quelque chose sans qu'un garçon n'intervienne obligatoirement et me montre comment je devais le faire. Et ça me mettait, mais franchement, hors de moi. J'avais envie d'expérimenter par moi-même et dans mon corps, pas seulement intellectuel, mais aussi incarné, de ce que c'était que vivre. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Un podcast à soi par Charlotte Bien-Aimée. Épisode 22. Écoféminisme, deuxième volet. Retrouver la terre. Je ne sais pas réparer une voiture, ni construire une étagère. Je sais à peine planter un clou, et je ne sais pas coudre non plus. Je ne sais pas faire démarrer un tracteur, m'occuper d'un potager, ni préparer des confitures. Ou plutôt, je n'ai jamais appris à aimer faire tout cela. Pourtant, ma mère est une grande couturière, et mon père a construit notre maison en bois presque tout seul. Jusqu'à récemment, ça ne me dérangeait pas. Je me disais que je savais faire bien d'autres choses et que ces tâches-là ne m'intéressaient pas vraiment. Que le bricolage n'était pas fait pour moi et que je n'avais pas le temps de fabriquer mes propres vêtements. J'avais tant d'autres choses à apprendre, à découvrir, à lire, tant d'émissions à créer, à réfléchir. Certes, on ne peut pas être partout, surpuissante. À la fois bricoleuse et couturière, créative et mécanicienne, lectrice, artiste, mère, sportive, intellectuelle, réparatrice et artisane. Mais depuis quelque temps, ces savoir-faire me manquent. Je me suis rendu compte que j'avais été dépossédée des compétences dites masculines, mais aussi de certaines compétences considérées comme féminines. Celles que d'autres femmes, plus précaires, réalisent de toute façon, par nécessité, depuis toujours. Aujourd'hui, il m'est difficilement supportable de me sentir dépendante d'un homme ou d'un service marchand pour réaliser toutes ces tâches. Alors, je tente de réapprendre, petit à petit. Comment se réapproprier tout cela? Avec qui? Pourquoi? Quel sens politique cette démarche recouvre-t-elle? Et quelle articulation avec l'écologie, le rapport à la nature? C'est tout l'objet de ce deuxième épisode d'un podcast à soi consacré à l'écoféminisme. Dans le premier volet, nous avions découvert que ce mouvement mettait à jour les liens indissociables entre domination masculine et destruction de la planète, entre appropriation du corps des femmes et appropriation des territoires, entre capitalisme et patriarcat. Qu'il s'agissait là des facettes de la même médaille, du même modèle de civilisation, et qu'il était urgent de penser le féminisme et l'écologie de manière articulée, imbriquée, indissociable. Aujourd'hui, nous nous attacherons à un terme souvent employé par les écoféministes, « reclaim », qui pourrait se traduire par se réapproprier, se reconnecter, reprendre possession. Toutes ces questions étaient déjà au cœur des réflexions portées par de nombreuses femmes, notamment lesbiennes, qui, dans la vague de mai 68 et des expériences de retour à la Terre, avaient décidé de créer des terres communautaires entre femmes, pour inventer des utopies concrètes, des vies en dehors du capitalisme et du patriarcat, qui leur permettraient aussi de vivre leur sexualité librement. Une dizaine de terres de femmes ont existé en France, de nombreuses autres en Europe, en Australie et aux États-Unis, dans l'Oregon notamment. Certaines d'entre elles ont disparu, d'autres existent encore, comme celle où je vous emmène aujourd'hui. Elle est nichée dans les Pyrénées, au milieu des montagnes. On y accède par un petit chemin en sous-bois. Le terrain est pentu. Il abrite sur plusieurs terrasses une maison en pierre, des cabanes, une douche à l'eau de pluie. Tout autour, des forêts, des collines
et des champs de fleurs violettes d'une beauté saisissante. Moutsi a vécu ici pendant 20 ans. C'est un livre qui a changé ma vie. J'avais 17 ans, j'étais secrétaire, je travaillais dans un bureau. C'était un bureau où il n'y avait que des femmes. Et un jour, il y a une femme qui est venue et qui avait un livre qu'elle a posé sur le bureau qui s'appelait « Le guide de l'anticonsommateur ». J'ai regardé ce bouquin et je me dit mais c'est génial, on pouvait faire son shampoing, on pouvait faire ses lessives, on pouvait faire son dentifrice. Je suis là mais c'est super. Alors j'ai tout de suite acheté le livre. Alors cette femme est tombée amoureuse de moi, c'est comme ça que j'ai eu ma première relation avec les femmes. Par la suite, je suis devenue complètement claustro, je supportais plus du tout. Il y avait les fenêtres climatisées, à l'époque ça fumait dans tous les sens et je supportais plus, je rentrais au bureau, j'étais malade. Donc j'ai été licenciée pour raison médicale. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la nature, à faire les produits, à apprendre les plantes. Ce qui m'a toujours animée, c'était l'autonomie. De faire les choses moi-même et d'acheter le minimum et de sortir de ce monde du travail. Ce monde du travail, ça m'avait rendue malade. Je ne voulais plus y aller, je ne voulais plus de patron. J'avais vraiment envie d'être autonome. Et j'ai tout de suite compris que je n'avais pas envie de subir la domination d'un mec. En fait, d'être lesbienne, ça m'a ouvert vers ce monde des femmes et pour moi, c'était une évidence que j'avais envie de vivre avec des femmes. Et à l'époque, j'étais même très radicale. J'avais pas du tout envie de contact avec les hommes. Même par exemple, mes frères, j'ai coupé contact avec mes frères, c'était des mecs. J'avais pas envie d'être avec eux. Parce que c'était la domination. Et moi, j'ai vu ma mère être dominée par son mari, qui était vraiment la femme au foyer, qui n'avait pas le droit. Elle avait passé son permis, mais mon père lui a interdit de conduire, d'avoir une voiture. C'est une femme, elle devait rester au foyer. Et moi, je me suis révoltée, mais déjà à l'adolescence. Et elle me disait, tu verras quand tu auras des enfants. Et je disais, mais de toute façon, j'aurai pas d'enfants. J'avais vraiment envie d'être autonome de la société et des mecs. Et j'allais à la maison des femmes et je disais, et si on essayait d'habiter ensemble à la campagne? Mais il n'y avait personne qui était vraiment intéressé. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des femmes allemandes qui sont arrivées à Toulouse, à la maison des femmes, et qui ont dit, on cherche une terre des femmes. Et pour moi, c'était une évidence, c'était ce que j'attendais, c'était ce que je cherchais. Donc du coup, je suis partie. Et j'avais 21 ans, où j'ai été sur plusieurs terres de femmes. Et moi, à la première minute, j'ai su que j'allais rester ici. Il y a vraiment eu un coup de cœur. J'avais vraiment besoin d'une nature sauvage. Sans eau, sans électricité, et l'envie de construire des cabanes. Parce que quand je suis arrivée, il y avait déjà ces 2 cabanes qui étaient construites. Ah, il y a une belle côte, hein. Et on marchait beaucoup quand on habitait ici. J'ai construit la cabane, j'ai construit un séchoir, j'ai construit le labo. J'ai fait beaucoup de stages pour apprendre justement la menuiserie, j'ai fait la mécanique, j'ai fait un stage de bâtiment parce que j'avais envie d'être cohérente et je me disais, j'ai pas envie, lorsque la voiture est en panne, de forcément aller appeler un mec pour réparer la voiture. Donc ici, on essayait. On n'y arrivait pas tout le temps, mais on a quand même essayé de réparer à minima les choses et de construire soi-même. Voilà, donc celle-ci, c'est le bateau. Alors on l'appelle le bateau parce que c'est pareil, elle a un peu de travers. Et beaucoup de femmes disaient « Ah, on a l'impression d'être dans un bateau quand on rentre dedans ». Et elle a été refaite l'année dernière. Il y a tout ce mur qui s'écroulait, qui a été remis en état. Ah, il y a des... La sonnette, c'est... Oui, et l'autre. Depuis que je suis enfant, j'aime beaucoup ces petites musiques. Mayana est arrivée sur cette terre avec Moutsi. Elles étaient alors amantes. Elle y habite encore aujourd'hui, entourée de fleurs magnifiques et de silence. C'est une expérience énorme de construire ta petite maison, mais wow, ça me faisait fière et wow, que j'ai fait ça ensemble avec Moutsi. Et aussi d'apprendre, d'être occupée avec d'autres choses, tu sais, avec des créations. Tu crées et ça donne un plaisir énorme. Je pense que c'est très sous-estimé, la valeur d'une création, même si c'est juste un petit dessin.
Alors, imagine, tu te fais ta petite maison et que tu peux... Ah là, je veux la table. Et ah oui, là, un petit placard. Et cette fenêtre par là et celui-là. Et c'était même comme ça que pour mon anniversaire, elles m'ont donné 2 fenêtres et j'étais contente comme tout. Waouh! Oh, super, super. J'étais vraiment très, très contente avec ça. Il y avait vraiment une barrière entre les métiers masculins et les métiers féminins. Et une femme, quand tu prenais un marteau, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui te fait la remarque, hey, faites attention pour tes petits doigts. Dans la mécanique, c'était impensable qu'une femme pouvait faire la mécanique dans une voiture. Moi, personnellement, j'avais marre de ça et je voulais faire la preuve qu'on pouvait faire ça aussi. Et bon, c'est quand même un défi. De nombreuses femmes, de toutes nationalités, ont habité ou sont passées sur cette terre, achetée à plusieurs. Elles ont élevé des chèvres, fait du fromage, elles ont vendu leurs plantes sur les marchés, créé leur potager. En France, d'autres terres ont vu le jour en Ardèche, dans la Drôme et ailleurs. Tchaï a vécu 20 ans sur l'une d'entre elles. Elle venait régulièrement ici. Des échanges s'étaient établis entre les différents lieux de vie. Les premières années, j'étais très en colère par rapport au monde dans lequel j'ai grandi, par rapport à la place que je pouvais escompter avec l'énergie bouillonnante que j'avais. J'étais persuadée de pouvoir apporter, j'aimais partager, etc. et d'être toujours renvoyée à une place subalterne. Ça me mettait très en colère. Et puis toutes les violences faites aux femmes, bon, moi j'ai moi-même été violée. Et ça a été un choc. Parce que bien que, avec une apparence de personne forte, j'étais soumise à l'injonction masculine et à la domination masculine. Donc j'étais très en colère. Vraiment, j'étais dans une colère noire, quoi. Et je pense que si j'avais pas rencontré ce mouvement de Terre de Femmes, j'aurais pu probablement, parce que c'est aussi l'époque terrorisme, Banda Bader, etc., j'aurais probablement pu tomber dans ce genre de travers, parce que j'avais une énergie considérable à côté de ça, quoi. Ça me semblait extrêmement vital, en tant que jeune lesbienne, de bousculer tout le fonctionnement patriarcal. C'est par exemple que la première fois que j'ai pris un marteau, je me suis fait mal au doigt. Et voilà. Donc c'est finalement, j'avais un corps, mais je ne savais pas vraiment comment le situer dans le monde. Donc ça a été cet apprentissage-là. Et pareil au niveau de l'agriculture. On a planté des arbres, on a mis en place aussi un jardin, un potager, on a aussi planté des petits fruits. On a commencé à transformer tous ces fruits en confiture, en jus, en sirop, etc. Bon, j'ai découvert aussi l'agronomie, j'ai découvert aussi l'écologie, j'ai découvert aussi... c'était des univers fabuleux. Moi, j'avais fait des études plutôt littéraires parce que j'avais passé un bac philo. Et c'était assez drôle de découvrir tous ces univers-là, à côté desquels j'étais totalement passée, puisque quand j'étais au lycée, j'étais extrêmement intéressée par les mots, par les idées, et que j'étais passée à côté de mon corps, même si je faisais beaucoup de sport, même si... Voilà. Mais mon corps était juste là pour me mettre en valeur moi, mais pas comme faisant partie d'un univers et comme interface avec l'univers. Je me suis sentie moi-même me respecter davantage. Je me suis sentie me donner de la puissance et de la liberté d'agir. J'aimais beaucoup partir seule aussi en balade en montagne. Je faisais des kilomètres et des kilomètres. J'aimais pouvoir partir seule sans me poser de questions. Voilà, c'est cette liberté, cette puissance et cette joie. Cette joie à être au monde, quoi. À se réveiller le matin, à ouvrir les yeux et à se dire « Waouh, tu contribues aussi à cette harmonie et à cette paix et à cette beauté. »
nous avons raison d'espérer. Les forces de destruction semblent grandes, mais contre elles, nous avons le pouvoir de choisir, notre volonté humaine et notre imagination, notre courage, notre passion, notre impatience d'agir et d'aimer. Et nous ne sommes pas, en vérité, à distance de ce monde. Nous faisons partie du cercle. Quand nous plantons, quand nous tissons, quand nous écrivons, quand nous enfantons, quand nous organisons, quand nous soignons, quand nous courons à travers le parc dans la brume exhalée par les séquoias, quand nous faisons ce que nous avons peur de faire, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes du monde et les uns avec les autres, et notre pouvoir du dedans est grand, même s'il n'est pas invincible. Si nous pouvons être blessés, nous pouvons soigner. Si chacun de nous peut être détruit, en nous, il y a le pouvoir du renouveau. Et il est temps de choisir ce pouvoir-là. Starhawk, Rêve et l'obscur. Les femmes vivant sur ces terres ont créé des liens avec les paysannes et paysans de la région. Elles ont monté des coopératives agricoles, des magasins collectifs ou des points de restauration avec des produits locaux pour les personnes âgées ou les enfants. Elles ont réfléchi à d'autres modèles de production. Elles ont tenté de construire un monde alternatif en lien avec leur territoire. Aujourd'hui, les terres communautaires se font de plus en plus rares. Elles sont remplacées par des collectifs qui regroupent des personnes vivant dans des petites cabanes, dans des yourtes, en caravanes, en maisons de pierre réhabilitées. Elles s'installent dans des villages ou des terrains, les unes à côté des autres, et nouent elles aussi des liens étroits sur différents territoires pour former une sorte de réseau. Geneviève Pruvot a travaillé sur ces alternatives du quotidien en zone rurale. Elle est chargée de recherche au CNRS et a rencontré des personnes qui essayent, au niveau domestique, d'être dans des formes d'autofabrication et dont la réflexion écologique est indissociable de formes d'autosubsistance. Au fil de ses recherches, Geneviève Pruvot a interrogé la division sexuée du travail au sein des couples hétérosexuels qu'elle a pu rencontrer et a découvert de nombreux points communs entre les femmes vivant dans ces foyers. Les grandes constantes, déjà, la première qui peut sembler stupéfiante pour moi, qui est travaillée en études de genre, qui est suivie des groupes féministes travaillant sur la question de l'égalité des sexes, égalité des carrières, accès aux plus hautes fonctions de l'État. Et donc moi, c'est quelque chose que j'ai étudié en travaillant sur l'accès des femmes dans la police des années 30 jusqu'à nos jours, en pistant comme ça comment on peut rentrer dans ce lieu de pouvoir armé de l'État. Et là, je me retrouve aux antipodes avec les bonnes femmes, puisque des femmes qui rejettent la notion de carrière, notamment, au sens administratif du terme, mais aussi au sens capitaliste, c'est-à-dire si faire carrière, c'est accéder à des postes à la fois prestigieux et très bien rémunérés, mais impliquant de passer le plus clair de son temps en dehors de chez soi et de déléguer à des services marchands toute la façon dont on va s'occuper de sa vie matérielle et aussi de ses proches, c'est une carrière totalement rejetée en fait. Donc faire carrière dans ce monde-là, en tant que femme, est absolument pas une émancipation. C'est vécu comme une aliénation suprême en fait, puisqu'on se trouve à la fois à faire carrière et en plus on est obligé de faire la double journée, c'est-à-dire le monde capitaliste crée deux sphères en fait, la sphère privée et la sphère publique. C'est un monde qui est créé autour de sphères relativement indépendantes les unes des autres et autour de la circulation de biens monétaires en fait, permettant notamment d'alimenter la sphère domestique qui devient une sphère privée. Alors si on reprend les mots d'Illich, privée de tout, on pourrait dire, parce qu'elle est totalement dépendante en fait de la capacité de la sphère professionnelle à réinjecter de l'argent pour acheter le minimum de ce qu'on appelle de biens de consommation. Donc voilà, c'est un féminisme qui va donc ne pas s'adosser à la notion de travail domestique
tel qu'il est entendu par les féministes qui résonnent en société monétaire. Je les ai appelées, alors je ne sais pas si le terme est complètement stabilisé ou plutôt écoféministe vernaculaire, parce qu'en fait, elles revendiquent un ancrage écologique. C'est une écologie qui se revendiquerait davantage du fait de renouer avec des sociétés paysannes d'ici et d'ailleurs, et qu'il s'agit de déconstruire ce travail qui n'est pas donc du travail domestique, mais en fait du travail de consommation. Et ce travail de consommation implique tout un travail invisible, d'évaluer, parce qu'il ne repose plus sur le savoir-faire humain qui peut être partagé par des hommes et des femmes. Et donc, il s'agit de se réapproprier, déjà en tant que femme, la sphère domestique comme sphère d'autoproduction, et ensuite de la repartager entre les hommes et les femmes. Et donc, ça concerne évidemment les deux sexes. Parce que pour opérer ce partage, s'il n'y a que les femmes qui se mettent à faire le do-it-yourself, comme on dit aux États-Unis, on se retrouve à nouveau dans une situation où les femmes ont une double charge de travail. Donc c'est vraiment une réflexion globale sur la répartition en fait, du travail humain et du travail humain utile aux sociétés. Donc c'est une redéfinition de ce que c'est que l'utilité sociale, le bien-être des sociétés et une autre conception du partage du travail domestique qui ne repose pas sur juste partager le travail de vaisselle, mais par exemple le travail potager, repenser le fait de s'habiller, remettre évidemment la question d'habiter au centre de ses préoccupations. Et plein d'anthropologues ont bien montré que les femmes occupaient un énorme rôle dans la fabrication des maisons. Et où sont les femmes aujourd'hui, à part des architectes travaillant derrière un ordinateur qui fabriquent elles-mêmes leur maison? Et ça, je les ai trouvées parmi ces fameuses féministes que j'ai appelées écoféministes vernaculaires, qui sont des féministes, par le biais de l'écologie, vont se réapproprier ces savoirs humains fondamentaux. En fait, il ne s'agit plus du coup d'opposer travail salarié et travail domestique, mais plutôt quel travail industrialisé, on va dire, et le travail de subsistance, d'autosubsistance. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il faut penser en termes de transition. Puisqu'on ne va pas d'un bloc revenir à des sociétés paysannes. Et puis je suis même pour l'instant quasi sûre que quand on développe l'écoféminisme jusqu'à cette extrémité-là, on perd les 3/4 des féministes en route. Parce que évidemment que faire la lessive, c'est pénible. Et que le jardinage, c'est compliqué. Mais sauf qu'on a en tête le souvenir de sociétés paysannes désarticulées, où là, c'était vraiment pénible, parce qu'il y avait la moitié en travail salarié, on avait un exode rural, ce qui fait qu'il y avait une concentration sur très peu de têtes de tout ce travail de subsistance, et qu'on a en plus, dans nos mémoires et dans nos corps et dans nos généalogies, l'idée du labeur, quoi, et de la femme courbée en deux sur son champ et qui meurt. Ça change tout si on repense en termes de répartition globale de cette chose, et c'est ce qu'on trouve dans des petites communautés, ou dans des communautés anarchistes, qui sont, comme par hasard, très féministes. Féministes en ce qu'elles revendiquent un égal partage de ces tâches. Et voire même l'arrêt de la masculinisation et donc virilisation de ces tâches, parce qu'au passage, quand il faut produire pour 100 personnes d'un coup, et que c'est qu'une seule personne qui le fait, ça égale grosse machine, gros camion, force, grand élevage aussi. Alors que si on fait de la permaculture, c'est concentration sur de petits espaces, ergonomie qui est réfléchie, et donc productivité à la portée de corpulence très, très, très variée. Et donc, si on repense évidemment l'autosubsistance à des échelles beaucoup plus réduites, d'un coup, on sort de l'agriculture virile pour arriver à une agriculture partagée. Je fais des crèmes, je fais des baumes, je fais des dentifrices, des lotions, beaucoup de lotions de soins. Celle qui a le plus de succès, c'est la lotion hémorroïde. Mais il y a aussi des lotions pour les cheveux, les lotions eczéma, à base d'eau florale. Les plantes, elles font partie de ma vie et tout le temps, je suis en préparation. Je suis une cueilleuse dans l'âme. Je vois ça, ah tiens, je vais faire ça, tiens, je ramasse ça pour ceci, en permanence.
Alors là, on est dans la garrigue avec la lavande, le thym. Pas la même, c'est pas du lavandin. Tu vois, elle a des toutes petites fleurs. Elle n'est pas fleurie, mais elle a des toutes petites fleurs et elles sont très fortes, avec une odeur camphrée. C'est la lavande aspic. Jusqu'à mon dernier souffle, je serai dans les plantes. Mes plantes, elles me portent. Et je me dis, il faut absolument qu'on se réapproprie tous ces savoirs dont on a été complètement dépossédés. Je suis assez désespérée, même avec mes proches, de voir une brûlure, poum, tu cours à la pharmacie. Et là, si tu veux goûter, il y a des amélanges. Elles ont un arrière-goût que j'adore, le goût qu'elles laissent dans la bouche. Et moi, je les ramasse, je les fais sécher, et je les utilise après comme des raisins secs dans la cuisine, quand je fais des gâteaux. J'aimerais que tout le monde arrête d'acheter toutes ces merdes en pharmacie et tous ces médicaments. Et après ça, je dis surtout pas qu'il ne faut pas aller voir de médecin, qu'il ne faut pas aller à la pharmacie et tout ça, parce qu'il y a des moments, il y en a besoin. Moi, la première, ça peut m'arriver de prendre des cachets chimiques, mais c'est pas le premier réflexe et c'est pas pour tout. Et c'est à un moment donné savoir quand on en a besoin, ne pas tout rejeter, mais on n'en a pas besoin pour tout le temps. Ah bah, elles sont là. Ah ben, vous avez coupé? Je savais pas qu'il y avait un chemin là. Tu vois, qui change. Il y a des chemins comme ce matin là avec la whisky house. Moi je vous attendais un peu, on traînait parce que justement je savais pas si vous savez, je vous avais pas essayé, mais je sais pas si elle sera faite. Eh bien, si, alors et Hélène qui viennent. On ne peut pas spécialiser une seule population sur le travail purement agricole. C'est-à-dire que l'idée de se nourrir ne peut pas être réservé à 4% de la population. Et dans ces 4% de la population, il faut repasser à un travail partagé entre les sexes, entre les âges, entre les classes sociales. Parce que c'est de ça aussi, de cette histoire-là dont viennent ces fameuses communautés des années 70, c'est la critique forte évidemment des sociétés de privilèges. Et donc Maria Mies, donc une écoféministe allemande, elle parle beaucoup d'un terme que j'aime beaucoup qui s'appelle la sweat equity, donc l'équité de sueur, de transpiration donc. Et donc il faut sortir de cet embourgeoisement des sociétés qui va commencer en fait par un embourgeoisement des femmes, c'est-à-dire en fait des femmes qui savent plus faire grand-chose de leurs 10 doigts. Et donc si le travail domestique, ça consiste à sortir un plat surgelé, l'avoir acheté, le sortir et le mettre sur la table de monsieur et des enfants, et à faire les devoirs des enfants, c'est un travail domestique qui est relativement peu intéressant et ensuite relativement indigne et ne permet pas de réactiver toute une chaîne de savoir. Et dans ce cas-là, on arrive à une délégation complète de ce savoir, mais auprès de qui? Et donc c'est pour ça que c'est éminemment féministe, parce que si on délègue ce savoir, donc les femmes décident de ne pas le faire, donc on marchandise la chose, on va au bout du système capitaliste et égalitariste. Qui va donc le faire? Des femmes issues de l'immigration? Qui va garder nos enfants? Donc des femmes issues de l'immigration. Il n'y a qu'à voir la population des crèches, des assistantes maternelles, la population des femmes qui travaillent dans la petite restauration, qui se trouvent dans les cuisines, qui est femme de ménage, qui est assistante à domicile, qui fait le service à la personne, des populations du Sud, soit immigrées, soit carrément se trouvent à l'autre bout de la planète et puis on achemine par bateau ce que ces femmes ont fait pour nous, parce que c'est des ouvrières en fait aussi, de l'autre côté de la... Donc en fait, il y a une conscience très féministe qui est de critiquer le travail domestique dans toute son ampleur, toute son amplitude, du nord au sud, qui donc va conduire ces femmes à penser à leurs sœurs en fait, à ces sœurs qui vont être retirées, arrachées de leur vie paysanne pour aller dans des usines pour fabriquer les haricots du Kenya qu'on va acheter surgelés. Donc c'est comme une sorte de conscience planétaire et peut-être que là on peut arriver à des choses spirituelles. Parce qu'effectivement, le mot sœur par exemple, on a beaucoup parlé de sororité féministe, mais en fait moi je l'ai en fait très peu vécu en tant que féministe de la troisième vague, cette sororité. Par contre, ces femmes qui se disent pas forcément féministes, elles emploient très rapidement le mot sœur et l'entraide du nord au sud. Et pour elles, c'est très vivant. Surtout pour les musiques. Par contre, vous sortez les calendriers qu'on va vous offrir et il y a les photos de toutes les cabanes. Et ce calendrier a été fait à une époque où on était en procès avec le voisin là, qui nous empêchait de passer. Pour récupérer des sous, on avait fait un calendrier qu'on vendait en histoire de dire voilà, tu me donnes un calendrier, tu me donnes des sous. Quoi. Pendant plusieurs années, la terre de femmes où je me suis rendue s'est vidée de ses habitantes. Mayana y vivait seule depuis 9 ans
la nature reprenait ses droits, les cabanes s'écroulaient. Et puis, depuis quelque temps, la terre semble renaître. Mutsi, Mayana, Chai et d'autres anciennes habitantes décident de se revoir. Elles veulent écrire l'histoire de cette terre et de toutes les autres, mais aussi faire de ces lieux des endroits ressources en termes écologiques et féministes. D'autres femmes de passage les rejoignent, participent aux réflexions, veulent poursuivre l'aventure, comme Emmanuelle, qui passe régulièrement quelques jours ici. Dès qu'on arrive et qu'on met les pieds sur cette terre, on sent qu'elle est chargée d'histoire. Moi, ça me fait beaucoup vibrer, quoi, en fait, ça. En fait, ça m'a toujours fait vibrer de savoir qu'il y en avait d'autres avant moi qui ont lutté, qui ont fait des choses, qui ont galéré, qui se sont fait prendre pour des folles parce qu'elles voulaient qu'à un moment donné, les femmes, elles votent, qui a été tué pour ça. Enfin, ça m'a toujours fait vibrer qu'il y a une histoire avant moi, quoi. Ça me donne des ailes, je sais pas, ça me protège quelque part. Donc il y a tout ça aussi qui joue, quoi. Quand je pense à comment j'ai rencontré ce lieu aussi, je suis touchée par ce lieu en fait. J'avais besoin de me retrouver moi-même et je ne pouvais pas me retrouver moi-même avec des hommes autour de moi, même bienveillants, même très bienveillants, même des alliés. Je ne pouvais pas en fait. J'avais vraiment besoin de retrouver d'autres femmes pour me trouver moi. Puis c'est quand même très lié à la nature en fait. Moi j'habite en ville, même si j'habite dans une petite ville, j'ai toujours eu besoin de la nature, je pense, pour m'équilibrer. Et moi, je veux dire, la campagne fait partie des éléments qui m'ont sauvé la vie. J'habitais à la campagne, dans une famille super macho. Les seuls espaces où j'avais le droit de sortir, c'était la forêt autour. Quand j'allais vraiment trop mal, j'étais souvent dans la forêt et c'était un endroit d'apaisement. Dans la forêt, je pleurais. Dans la forêt, j'étais une spécialiste du ramassage de champignons. Dans la forêt, je ramassais ce qu'on appelle de l'herbe pour les lapins. Il y avait un peu un truc d'utilité quand même. Dans la famille dans laquelle j'étais, c'était... Mais si je revenais avec des champignons, c'était quand même bien. J'avais pas été me balader pour rien faire. Hein, voilà. Donc d'ailleurs, ça m'a un peu collé la peau. Je sais pas très bien rester sans rien faire à la campagne, mais j'apprends, parce que c'est très important aussi ça, de rester sans rien faire. On voit au loin le paysage des montagnes. On a l'impression, en fait, quelque part, qu'elles sont arrondies face à nous, comme un arc de cercle. Et du coup, un peu comme si c'était réconfortant, un peu quelque chose comme ça, quoi. Voilà. C'est aussi un lieu particulier avec la présence des oiseaux, des fois des vautours qui sont là, qui planent. On peut aller caresser un arbre si on veut, pas en train de se dire on va me prendre pour une cinglée, alors que si je fais ça dans un parc, là où j'habite, c'est plus risqué, déjà. En tout cas, j'ai la sensation que quand je suis comme ça, dans cet espace-là, je suis connectée à moi-même, mais je suis connectée aussi à l'univers, au monde entier. Et je suis connectée à ce qui est le plus important. S'écouter, écouter ce qu'on a envie, soit à l'intérieur. On est beaucoup dans des constructions sociales qui fait que je décide de me marier, par exemple. Est-ce que j'avais décidé de me marier parce que j'en avais vraiment envie ou parce que c'était le chemin évident, comme la maternité? Là, on peut aussi se poser la question. Moi, personnellement, je pense que j'ai eu des enfants par pression sociale. Se reproduire, c'est partie du système. Donc, je me suis reproduit parce que ça faisait partie du système, quoi. Tout le monde est préparé pour le feu. C'est pas le feu de l'autre sens. Alors moi j'ai monté plein de bouteilles. J'en ai de l'eau. J'ai trouvé une bouteille de 20 millilitres. Allez, je le fais. On est rempli là, t'entends, les grillons, les cigales, le vent, enfin tu vois, on est rempli de sons, de couleurs, il y a des papillons, il y a du rose, du jaune, du vert, de toutes sortes de verts, on est rempli quoi. C'est comme un bain en fait. Je sais pas, j'y perds mon mental, enfin tu vois, ça se met en silence en fait. Comme là, de dormir à la belle étoile, sans peur, enfin je veux dire à ciel ouvert, tu ouvres les yeux dans la nuit, t'as un ciel étoilé. C'est un cadeau de la vie. En plus, on est caressé par le vent. Laure aussi vient souvent sur cette terre. Elle s'intéresse au travail de Johanna Massy, docteur en philosophie, spécialiste de l'écologie profonde.
le mot profond étant utilisé pour désigner le vécu de l'écologie, le ressenti de notre appartenance à cette terre, en opposition avec sa simple étude. Johanna Massy est une fondatrice de l'éco-psychologie. Face à l'énormité de la crise écologique et sociale, son travail aide les personnes à transformer le désespoir et l'apathie en actions constructives et collaboratives. Pendant plusieurs années, j'ai pas eu de maison, j'ai voyagé pendant 8 ans. Quand je me suis arrêtée, ça fait un an et demi. Et il y avait vraiment cette impression d'être partie loin. Et tu vois, en fait, j'ai déconstruit, quoi, je crois. Par exemple, la sexualité, on pourrait dire, moi j'ai eu très tôt des attirances pour des femmes et je les assumais pas du tout, en fait. En fait, moi j'ai l'impression que je m'affirme petit à petit. Et je trouve ça beau, en fait, d'être en devenir, tu vois. Je me dis aujourd'hui, j'aurais pris du temps, mais en tout cas, ma position, elle est claire. C'est clair que c'est surtout avec cette terre-là. Parce que moi, je crois vraiment qu'à l'expérience, en fait, l'expérience sensorielle. C'est pour ça, vraiment, je fais le lien complètement entre l'écologie, féminisme, enfin tout ça, tu vois. Comment j'assume petit à petit ma sexualité, par exemple ? C'est parce que je suis petit à petit en tranquillité avec ce que je suis. Et ça, c'est le travail de Johanna Massy. C'est pareil, les peurs, toutes les inquiétudes qu'on peut avoir pour la Terre, si on ne les reconnaît pas, si on ne les fait pas venir, si on ne les met pas à jour, si on se dit pas, mais moi je flippe, vraiment, mais j'ai peur qu'on meure tous grillés par la canicule, enfin tu vois, de le monter, j'ai peur, et je suis très en colère après les multinationales qui pourrissent tout, qui abrutissent les gens, enfin tu vois, tout ça. De le sortir, de le regarder en face. Tu sors ça, tu te tranquillises et après ton action écologique, elle va avoir, ça va pas être un discours plaqué. Ça vient de là, ça résonne en fait. Et ça impacte comment tu vas faire ta vaisselle, avec quel produit. Enfin moi ça part du produit vaisselle en fait. Tu vois, qu'est-ce que j'envoie dans l'eau, tu vois. C'est juste une tranquillité parce qu'à un moment tu te sens en cohérence avec ton univers. Donc du coup, ça te donne plus une liberté plus large en fait. Parce qu'on n'est pas là pour notre bonheur, on est là pour la liberté. Et c'est pas du tout le même endroit. J'ai pas envie d'être dans un petit monde protégé et puis de me dire ouf, moi je suis sauvée, ça m'intéresse pas en fait. J'ai envie qu'il y ait plein de gens qui dorment sur cette colline en fait. J'ai envie qu'il y ait plein de femmes qui puissent ressentir ça et se mettre debout. Je pense pas qu'à moi là-dedans. Et c'est parce que tu l'amènes au monde. C'est pour ça que cette terre, elle est importante ici aussi. C'est une mémoire collective, tu vois. Et ces mémoires-là, c'est comme la poésie, on ne peut pas oublier. Et ça, c'est disponible à celui qui cherche, quel que soit le milieu social, économique, l'âme a soif. On ne sait pas par où ça peut commencer. Mais voilà. Je vous propose juste de réfléchir à une chose qu'on va partager ensemble pour le rite de la dragonne. C'était le nom de la cabane ici, la dragonne. La dragonne, c'était le nom de la cabane et elle était fièrement érigée ici. Voilà. On est avec ces pierres, on est avec les pierres de la dragonne et on fait un feu. On est autour du feu et je vous invite juste à penser à un moment donné dans votre vie où vous avez été fiers de vous et partager avec nous ce moment si vous avez envie. Je veux partager ma fierté. Alors, je viens d'une famille où mon père et ma mère et ma soeur et mes frères, ils m'appelaient les langues de serpent parce que je disais des choses que j'ai vues et que c'était pas bien. Je suis allée à dire ça c'est pas juste, avec la violence de mon frère avec mes parents, la violence de mon père avec ma mère. Alors, oui, ils m'ont appelé toujours langue de serpent et j'ai souffert beaucoup avec ça.
que c'était pas juste. En plus, j'étais pas écoutée. En plus, j'étais mise du côté, mais aussi quand tu fais une chose que c'était pas bien en fait, de voir des choses injustes et de les dire non. Et de me douter de moi-même. Et alors, l'année dernière, j'ai fait beaucoup de transformations et j'ai pris beaucoup de pouvoir dans moi-même et à m'habiller comme je voulais, de dire des choses que je voulais, d'expliquer ce que je voulais, des choses que j'ai fait. Mais dans ma famille, c'est pas facile tout le temps. Et alors, un jour, mon père m'a dit, mais toujours tu es la langue de serpent que tu veux provoquer des choses, non? Et je lui ai dit, mais oui, parce que vous avez quelque chose dedans que ça bouge. Et ça, c'est pas moi, c'est à vous. Et je me sentis tellement fière de ça, de dire et d'habiter mes provocations. Et il était super impressionné, comme wow, ok. Voilà. Et ça fait un avant et un après de ma relation avec ma famille, en fait. Et c'est super bien. Voilà. Bravo. Merci. Quelque part, il y a des gens auxquels nous pouvons parler avec passion sans que les mots nous restent dans la gorge. Quelque part, un cercle de mains s'ouvrira pour nous recevoir. Des yeux s'allumeront quand nous entrerons. Des voix célébreront avec nous notre entrée dans notre propre pouvoir. La communauté signifie une force qui rejoint notre propre force pour faire le travail qui doit être fait. Des bras pour nous soutenir quand nous défaillons. Un cercle de guérison. Un cercle d'amis. Un lieu où nous pouvons être libres. Nous pouvons nous lever avec le feu de la liberté. La vérité est un feu qui brûle nos chaînes et nous pouvons stopper le feu de la destruction. La guérison est un feu qui court dans nos veines. La terre, l'eau, le feu, l'air font retour, 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 retour. La terre, l'eau, le feu, l'air font retour, 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 retour. Starhawk, Rêver l'obscur. Une jolie porte. Avec une moustiquaire. Et ça, c'est dedans. Célesté est arrivée ici il y a 1 an et vit sur la terre avec Mayana. Ça, c'est la cabane où je suis invitée à vivre, que c'était construit pour Mutsi et Mayana 35 ans avant. Et encore, elle est là, encore, c'est super à l'hiver, grâce à un poêle de bois et d'isolation avec carton. Née dans une famille religieuse appartenant à l'Opus Dei, Célesté s'est mariée très jeune à l'église par convention, avant de partir voyager en Inde avec son mari. C'est ça où j'habite maintenant avec mes
mes compagnons les chiens. C'est un peu comme une cabane des hobbits. Tu peux penser qu'il est en train de crawler parce qu'il est un peu incliné. C'est fait en bois, la croûte de bois, elle est pleine de fenêtres. Fenêtres carrées, fenêtres en rhombe, fenêtres... en fait, c'est super lumineuse parce qu'il est plein de fenêtres. Là-bas, Célesté expérimente quelque temps la vie dans une communauté, participe à des ateliers autour des règles et décide alors de quitter son mari et de se réapproprier sa vie. Peut-être que c'était de parler avec des femmes des choses que j'avais jamais parlé, que c'était de la règle, de voir que j'étais pas seule et que j'avais la possibilité de me construire séparée de mon mari, quoi. Que tout c'était pas pour lui, en fait. J'ai compris que j'avais des besoins, que j'avais des sentiments différents à mon mari, quoi. Et que j'avais l'urgence de les connaître. Parce que je ne savais pas qu'est-ce que c'était moi et qu'est-ce que je voulais séparer de les autres. J'ai commencé à écouter mon corps, écouter qu'est-ce que je veux pas ou qu'est-ce que je peux pas ou qu'est-ce que je suis pas. De me connecter avec mes anxiétés, les signaux de mon corps. Mimi, ça va. De sentir, je suis bien, je suis pas bien là. Dans la ville, je ne suis pas bien où? Dans mon plexus solaire, parce que je ne peux pas respirer, je ne peux pas parler. Et pourquoi je ne peux pas parler? Parce qu'il y a des hommes qui parlent trop fort. Je ne suis pas bien dans mon estomac, parce que je mange des choses que je ne ressens pas. J'aime les animaux, je ne mangerai pas mes amis, alors pourquoi je les mange? J'ai découvert, après des années, que je ne voulais pas habiter avec des mecs. Mais j'ai découvert que je voulais habiter à la nature et que je voulais habiter avec la nature. Et que j'ai découvert que j'avais la possibilité de construire tout ça moi-même. Pas lié avec une personne, couple amoureuse, on fait tous ensemble. Que j'avais un chemin à faire tout seul. Et c'est ça que j'ai commencé à faire. Está bien, le va laisser On marche chaque jour avec Momo et Mimi, les chiens, et on sort par là. Et pour cette petite chemin qu'on a fait pour sortir de la forêt, on prend en direction et on marche, et il y a toujours des choses à découvrir. Des falaises. Et aussi, il y a beaucoup d'arbres super belles, recouverts de mousse, un vert d'une spéciale tonalité, une texture visuelle, non? Comme chasse, comme des nouveaux espaces qu'on ne connaissait pas. Je ramasse beaucoup de bois pour les chemins. Et Momo, il chasse beaucoup, alors il a des biches, il a des cerfs. Et je les écoute courir avant un moment. C'est un moment de connexion avec nous, de la famille, comme on est ensemble là, et même s'il court loin, je sais qu'on est ensemble, qu'il reviendra. Les chiens, c'est un peu comme ça. Je pense qu'ils se sentent part de moi, c'est pour ça qu'ils ne se séparent pas de moi, ils me suivent partout. Ça me dérange un peu, des fois, mais ils sont ma famille, ma compagnie, mes maîtres. J'ai envie d'habiter avec des chiens, alors c'est vraiment une réflexion constante de partager ma vie avec d'autres espèces et comment faire. Et on habite ensemble ici, on essaie de prendre soin ensemble, les plantes, les arbres, les terres, les animaux, les autres animaux, les autres humains. Je viens de faire un aller-retour de plusieurs centaines de kilomètres seulement pour sentir la chaleur de Philomène. Ses yeux se ferment de plaisir quand je la caresse. Les 3 petites rides qui se dessinent alors sur son front m'émeuvent. Il me semble inconcevable de devoir m'absenter encore et dormir sans la sentir près de moi. Philomène est velue. Sur sa gueule blanche, 2 taches noires encerclent ses yeux et recouvre les oreilles dressées. Philomène n'est pas ma projection, ni mon jouet, ni un antidote à la solitude,
ni le substitut de l'enfant que je n'ai pas. Je l'affirme, je connais l'amour canin. Enfant, j'ai été un corps des champs, frère des animaux, leur égal. Alors que dans la maison, au collège, à l'église, là où les animaux ne pouvaient entrer, je me sentais seule. Voilà ce que je ressens. C'est là. Comme un autre coming out. Terraphile. Je suis amoureux de cette planète. Je suis troublée par l'épaisseur de l'herbe. Rien ne me touche plus que le mouvement délicat d'une chenille qui grimpe contre l'écorce d'un arbre. Parfois, quand personne ne peut me voir, je me penche pour embrasser un ver de terre. Et je sens que peut-être mon souffle accélère le rythme de ces échanges gazeux. Philomène et moi sommes des enfants de l'Anthropocène. Notre relation demeure marquée par des liens de domination. Légalement, j'ai le droit de la soumettre, de l'enfermer, de la faire se reproduire, de disposer de ses petits, de l'abandonner, de la vendre. Pourtant, nous nous aimons. Paul B. Preciado, un appartement sur Uranus. Ce texte de Paul B. Preciado, tout comme les paroles de Celeste, m'ont donné envie d'en savoir plus sur l'articulation entre féminisme et véganisme. J'en ai discuté avec Myriam Baafou. Elle est chercheuse en philosophie et études de genre et militante écoféministe. Au fil de son parcours, elle s'est intéressée à la question des rapports de domination entre les humains et les autres espèces, qu'elle articule aux rapports de genre, de race et de classe. Alors en fait en philosophie et je pense dans beaucoup de sciences humaines, on nous enseigne que d'un côté en fait il y aurait la nature qui serait en fait immuable, quelque chose d'assez figé, de stable, mais qui peut être aussi un lieu de chaos en fait, mais qui de toute façon est séparé de la culture. Et en fait la culture c'est nous, les êtres humains, et en fait c'est pas nous les êtres humains, c'est une classe spécifique des êtres humains qui sont en général les hommes blancs, de classe moyenne, hétéros, etc. On peut rajouter d'autres choses. Et en fait j'ai essayé d'étudier la question de la naturalisation. Comment on a convoqué l'idée de nature dans l'histoire et qu'est-ce que ça a servi ? Et en fait, ça a servi que des choses horribles. En vérité, le racisme, à la base, c'était ça. C'était en fait de dire qu'il y a une certaine catégorie de la population qui est encore dans la nature et qui devrait en fait accéder à la culture. Quand on regarde que la naturalisation, ça a justifié le racisme, comme le sexisme, comme l'homophobie, etc., en disant que ces personnes-là étaient trop sauvages, pas assez domestiquées. L'histoire du féminisme, c'est ça, quoi, en fait, vraiment. Mais parce qu'on est des corps, on a des utérus, on a du lait. Et en fait, finalement, si on a tout ça, c'est pas pour rien. Si quelque chose est là, c'est que ça a une utilité sociale. Cette utilité sociale, elle est naturelle, elle serait évidente, elle serait essentielle, en fait, et elle contribuerait au bon fonctionnement du grand tout, en fait. Et quand on remet en question ça, il y a tout qui part en éclat, quoi, parce qu'on se rend compte que finalement, il n'y a peut-être pas de grand tout, que les rôles de chacun et chacune sont avant tout sociaux, avant d'être naturels. Et quand on commence à questionner les faits scientifiques qui nous parlent de la nature et d'un point de vue critique, social, je parle même pas que féministe, mais juste social, décolonial, etc., on se rend compte qu'en fait, cette scission nature-culture, elle a vraiment peu de sens et elle a servi en fait que des idéaux qui étaient hégémoniques et qui étaient aussi occidentaux. Et il s'avère que en fait le mouvement féministe, quand on regarde, alors je parle du mouvement féministe occidental, même français, c'est aussi vachement calqué là-dessus. En fait, de se dire que finalement on devait se sortir d'une forme de naturalité, d'animalité. On va rejeter en fait nos corps. C'est quasiment ce que dit Beauvoir, pour accéder justement à cette sphère-là de légitimation publique. Et c'est pareil pour l'alimentation, pour plein de choses. En fait, on a dit aux femmes, finalement, vous ne devriez plus vous occuper de ça. Vous ne devriez plus vous occuper de vos règles, de votre bouffe. Parce qu'en fait, ça vous ramène à votre condition de femme naturalisée. Et finalement, il faudrait que vous soyez dans des sphères qui vous valorisent. Et les sphères qui nous valorisent, finalement, c'est des sphères masculines. Ça pose problème parce que ça gomme la communauté. Et quand je dis la communauté, je parle de communauté de l'espèce humaine, mais aussi de communauté écologique, quoi. De se dire qu'on est une espèce parmi d'autres, qu'il y a des échanges, qu'il y a des choses qui se créent, qui se font, et qui, au nom de cet aveuglement à la nature, en fait, on va rejeter ça.
Et c'est là qu'en fait j'ai découvert le croisement entre la domination espèce et la domination de genre qu'il y avait là-dessus. Et que c'est vrai qu'il y avait un idéal carniste, viriliste, enfin, qu'on pense au mec devant son barbecue. Et il y a tout un imaginaire en fait qui commence à se construire derrière pour dire que finalement, ce qui définit l'homme, pour se définir dans cette sphère-là, il faut en fait ce que Derrida appelle en fait le sacrifice carnivore. Consommer de la viande, avaler l'animal, avaler la chair en fait de l'autre. Et ça a donné suite à une redécouverte en fait que finalement, qu'est-ce que c'est que la chair, qu'est-ce que c'est que le corps ? Et bim, les femmes ont été super assimilées aux animaux et à la colonisation de la chair et à l'appropriation du corps. Et voilà, et en fait son livre à Carol Adams qui s'appelle La politique sexuelle de la viande, il recouvre en fait une espèce d'histoire transversale sur toute l'évolution de comment les luttes animalistes et les luttes féministes se sont croisées et se répondent en fait jusqu'à aujourd'hui. Et que finalement, dans un cheminement féministe, à un moment donné, on doit en arriver à questionner notre alimentation et notamment notre alimentation carnée. Donc en lisant Carol Adams, on a beaucoup d'exemples sur en fait, une forme d'animalisation des corps féminins en fait. La pub des pizzas Domino's, il y a l'oriental, donc c'est pizza merguez et tout. Il y a la montagnarde. Et même aujourd'hui, en fait, quand on va acheter des trucs, souvent, il y a des noms en fait de femmes pour des plats en fait ou des choses qui ont un rapport en fait avec le corps animal. Donc Carol Adams donne l'exemple d'une truie qui porte des bas. À un moment donné, c'était une pub quand même très très célèbre aux États-Unis. En France, la pub Le Gaulois. Il y a des espèces de poulets qui dansent French cancan quoi. Et en fait, c'est des poulettes. Enfin, et même dans le vocabulaire, voilà, quand on parle, qu'est-ce que c'est qu'être, je sais pas, pourquoi on dit une femme qu'elle est une truie, une chienne. Il y a vraiment tout un truc qui s'est mis en fait en termes du discours, voilà, plutôt du discours sur comment on va animaliser les femmes et comment on va féminiser les animaux. Et chez Françoise Daubonne, qui est un peu la maman de l'écoféminisme française, dans Féminisme et écologie, révolution ou mutation, elle dit que le patriarcat en fait est arrivé, des sociétés plutôt organisées sous une forme patriarcale et de domination masculine, se sont organisées donc avec la division sexuelle du travail division sexuelle des tâches très marquée. Ça s'est passé en fait au moment où l'espèce humaine a commencé à élever des animaux. Donc en fait, c'est-à-dire que le moment où on a domestiqué des animaux, où on a vu les processus de reproduction, la domination sur les femmes a commencé à se mettre en place. Elle dit qu'avant, le processus d'enfantement et de grossesse, tout ce qui avait trait à la procréation, était relié à un domaine du magique, donc de l'inexplicable. Et en fait, quand on a vu les animaux procréer, on a compris un peu comment ça se passait. Et en fait, les hommes se sont attribués l'absolu pouvoir en fait, de reproduction. Et à partir de là, les femmes sont devenues des réceptacles. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, dans l'histoire, les femmes avaient une certaine forme de pouvoir qui était reliée effectivement à leur maternité. Ça leur assurait une forme de communication avec le divin. Comment dire, cette sphère du corps féminin en tant qu'il est connecté à une forme d'absolu et d'inexplicable. À partir du moment où cet absolu s'est trouvé ébranlé, les hommes en ont fait quelque chose qui était complètement... se sont totalement réappropriés. Et en fait, comme les animaux, et en fait, c'était on va inséminer en fait les femmes pour qu'en elles puissent grandir le fruit de notre semence. Et aujourd'hui, par contre, je le vois très clairement dans l'industrie de la mort animale, en fait. Quand on pense au lait, par exemple, c'est totalement une exploitation de la maternité, en fait. On va inséminer des vaches de façon systémique pour qu'elles soient en gestation et qu'ensuite, elles donnent naissance à leur petit veau et ensuite on retire en fait le veau de la mère et en fait c'est ça continuellement jusqu'à que la vache meure. Une vache qui vit d'ailleurs moitié moins de sa vie que si elle vivait de manière libre et sauvage, on va dire. Et ça, en fait, je peux pas m'empêcher d'y voir un rapport avec notre propre condition de femme. En fait, on peut pas dire qu'on vit dans une société qui exploite de façon systémique le corps femelle des animaux, tout en pensant qu'on va avoir des rapports égalitaires hommes-femmes. Et c'est vrai que j'en suis venue à cette critique-là par le véganisme et par le fait que moi, je me suis retrouvée, en gros, à me questionner par rapport à ma bouffe, par rapport à mon alimentation, par rapport à me dire, en fait, qu'est-ce que ça fait dans mon assiette ? Et en fait, finalement, dans votre assiette, ce qu'on sert en général, c'est des corps. Ça veut dire de la mort, en fait. En fait, techniquement, désolé, mais un poulet, c'est un être vivant qui a été tué. Ce qu'on mange, en fait, c'est de la mort ou c'est de la souffrance. Et si les gens devaient voir en fait la manière dont leur bouffe était produite, mais je pense vraiment, et c'est un argument qui date de l'Antiquité, de dire ça, si vous devriez tuer vos animaux vous-même, vous seriez végétarien au moins, quoi. Mais vraiment, c'est ça. Probablement qu'on a depuis toujours mangé des animaux. En revanche, on n'a jamais tué 100 milliards d'animaux par an. Ça, c'est juste exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Donc ça, c'est dramatique. Et c'est juste plus possible de continuer avec une alimentation carnée sans aller dans le mur. C'est des faits qui nous montrent qu'aujourd'hui, voilà, les vaches, c'est elles qui produisent le plus de méthane. C'est ça qui est en train de...
Quand je disais ça aux gens, par exemple, quand je disais que la production, l'industrialisation de la mort des animaux, aujourd'hui, c'est la première cause de pollution, personne ne me croit. Enfin, vraiment, il y a une incrédulité, en fait. Les gens ne pensent pas que c'est vrai. Pareil pour les vaches, dire en fait que pour produire du lait, une vache doit être inséminée. Il y a plein de gens qui ne savent pas ça. Et c'est dingue qu'on puisse en arriver à avoir, conscience qu'on a marché sur la Lune. Il y a vraiment une espèce de volonté de pousser le savoir sur notre espèce, de culture, encore une fois, et un désintérêt complet, en fait, sur d'autres formes de vie qui sont tout aussi fascinantes, en fait, je trouve, vraiment. Donc c'est pour ça que de reconnecter avec notre alimentation, la production d'alimentation, où ça se produit aussi, quels pays sont exploités. Parce que quand on parle de vaches, industrie laitière, tout ça, en fait, avec quoi on la nourrit? Avec le soja qu'on fait pousser en monoculture en Amazonie aujourd'hui, quoi. Et on éjecte des communautés de femmes qui vivaient là depuis des années, quoi. Donc tout a un peu un rapport, et c'est vrai que c'est de reconnecter et de retrouver en fait cette forme d'immédiateté, de bon sens à la bouffe, mais vraiment je parle en termes de goût, vraiment un truc hyper immédiat. Ça m'a permis en fait de comprendre un féminisme en fait plus global et de me réapproprier mon corps aussi. Depuis quelque temps, dans sa cabane, Célesté fabrique des serviettes hygiéniques en coton, de toutes les couleurs, avec plein de motifs. Célesté achète le tissu à Emmaüs et vend ses serviettes via son compte Instagram. Et je couche avec l'énergie solaire. Alors j'ai branché. Avec le panneau solaire? Oui. Voilà. Il fait un peu de bruit. Ça commence à travailler. C'est un bel objet en fait. Beaucoup de gens me disent mais ça c'est pour la règle. Mais oui, c'est pour ça. Et tu le peux plier. Et en plus, c'est comme une façon de se relier avec le corps. On se met des vêtements qu'on aime pour être d'une façon. Donc, être bien, on met des choses qu'on veut être bien avec. Et alors ça aussi. Mais oui, j'aime aussi quand je les lave, de les teindre et de les voir là. Et je l'aime en fait. C'est de resacraliser la nature, le corps, la danse, la règle, le pipi, le caca, les feuilles, les choses naturelles en fait, les arbres. C'est ça pour moi, de me traiter comme sacré quoi. Ouais. Alors je mets des boutons là. Et dans le monde de la règle, beaucoup, toutes les choses que j'ai trouvées, la femme connectée avec le utérus, la mère, la compagnonne de... Si j'ai la règle, je suis contente, je suis heureuse, je suis douce, j'aime les hommes, je suis un réceptacle d'eux, je suis la créatrice. Et c'était comme vraiment enfermé. Et c'était waouh, je me vois pas là, et je me sentais super mal à l'aise. Il m'a dérangé en fait la seule façon d'être femme. J'ai pas envie de me fermer. Je suis douce, oui, mais pas tout le temps. Je suis ronde, et oui, mais pas tout le temps. Est-ce que je veux recevoir des choses? Est-ce que je veux être la créatrice, mère de? Est-ce que je veux prendre soin des autres tout le temps? Est-ce que je veux une grosse colère grandir dans moi et de dire non, mais où je suis et qui je suis? Et voilà, plus en plus, je me suis dit, non, mais je suis pas une femme. Célesté m'a raconté s'être toujours sentie homme plus que femme. Elle ne se reconnaît donc pas dans le terme de femme et se définit comme une personne non-binaire. Son arrivée sur cette terre, créée par des femmes lesbiennes, a donc apporté une nouvelle couleur au projet de renaissance. Elle a donné lieu à beaucoup de débats, de discussions, de divisions, d'incompréhensions parfois. Comme ce fut le cas sur d'autres terres de femmes, aux États-Unis notamment. Il s'agit d'une histoire importante, mais d'une autre histoire que je vous raconterai, comme souvent, vous le savez, dans un prochain épisode. Ne comprends-tu pas? Nous méritons cela. Sentir que la pluie d'avril accueille notre peau, nue comme des tulipes, jetée dans les ténèbres dans cette tendre clarté.
connaître le printemps lourd de promesses. Nue, Hélène, habitante d'une terre de femmes en Oregon. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch. Lecture, Estelle Clément-Béalem. Accompagnement éditorial, Juliette Hamon. Musique, Samuel Hirsch. Merci à Eva, Hélène, Do. Merci à Émilie H. et Constance Rimlinger. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur le site arteradio.com ou sur votre application de podcast favorite. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Twitter @unpodcastasoi, sur le Facebook d'Arte Radio et nous envoyer vos remarques, vos idées, témoignages, propositions sur notre mail unpodcastasoi@artefrance.fr. Pour celles et ceux qui y sont attachés, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de parler d'un podcast à soi à vos proches qui doutent encore de l'importance du féminisme et du son dans nos vies. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe. Ça marche très bien le 1-2.